féminine en Iran est rendu un sujet d'actualité depuis les événements de mois de septembre l'année passée et l'assassinat de Mahsa Amini. On sait que ce n'était pas la première fois, ce n'était pas la première femme qui était victime de tel genre de comportement, mais on dirait que la société iranienne, au niveau collectif, il est arrivé à une phase de rébellion qui était plus capable d'en prendre. Fait que c'est sûr que même à l'instant même, il y en a encore des filles qui sont agressées, violées avec la police de Morse. À un moment donné, il y a 6-7 mois, on a eu les nouvelles que, bon, il n'y a plus de police de Morse, mais c'est pas vrai, après il est revenu très vite. Puis il y a 2-3 jours, en fait, il y a une semaine, une jeune fille de 16 ans à métro de Téhéran a été interpellée avec beaucoup de violence. Ils l'ont poussée, malheureusement, ils l'ont frappé sa tête sur quelque chose en métal. Il était quelques jours en coma, puis il est décédé il y a 2 jours. Fait que, alors, depuis 1 an, il y a un bouleversement énorme chez les Iraniens, pas juste à l'intérieur de l'Iran, même ça a formé toute l'opposition, tout ce qui existe, en fait, les Iraniens qui ont un peu exilé, immigré à l'extérieur. Alors, ça c'est mon remerciement encore de la société puis de Martin. C'est très important que je vous explique la démarche de cette présentation-là. Aussi, je donne cette nouvelle-là que mon livre, ça fait 1 an que je dis que ça va sortir bientôt, mais là, ça va vraiment sortir. Je vais entreprendre dans mon livre L'islamisme et le Québec, le même en fait approche. La démarche de tout ce que vous allez voir, c'est une démarche de phénoménologie qualitative. Ça veut dire, je n'ai pas de données, je n'ai pas de statistiques, je n'ai pas de sondage pour appuyer en fait tout ce que je dis, mais c'est une étude et réflexion fondée sur une analyse objective de mes expériences, de mes vécus, mes observations que je fais. Puis je ne vous cacherai pas, là, la première fois qu'ils m'ont mis une couverture sur la tête, j'avais 5-6 ans. Et vraiment, je n'ai pas malheureusement la photo ici au Canada avec moi. Moi, je voyais le terreur dans mes yeux dans cette photo-là. Et je me souviens que j'étais vraiment, parce que je n'étais pas préparée pour ça, on est allé pour prendre la photo d'école, c'était un photographe à l'école, alors ils m'ont assis, puis ils ont mis une couverture noire très lourde. C'était pas comme aujourd'hui, parce qu'on en a un peu plus léger. Alors, je peux vous assurer que passant toute mon enfance, puis dans les écoles, intensément endoctrinée, réislamisée, avec beaucoup de pression, alors j'ai beaucoup de choses à raconter comme expérience vécue. Puis c'est sûr que quand on vit ces choses-là, à un moment donné, en grandissant, on pense qu'il faut que je cherche un sens à tout ce que j'ai vu, à toutes mes souffrances. Comment ça se peut qu'un Dieu m'a pas donné, m'a choisi de ne pas donner autant de valeur qu'il donne à un homme? Ça, c'était les premières pensées que moi j'avais comme un enfant. Fait que, comme M. Hamoud a mentionné, moi j'ai passé ma vie à étudier les phénomènes physiques. J'ai été impressionnée par tout ce qui est mécanique classique, mécanique quantique. Et je me fais toujours un parallèle avec tout ce que je connais du monde de sciences physiques, avec tout ce que je vois dans le monde des sciences sociales. Fait que tout ce que vous allez voir, peut-être des fois, ça a l'air un peu bizarre, mais c'est vraiment mon point de vue à moi. Je ne l'ai pas vu ailleurs, puis peut-être que ça va avoir l'air un peu bizarre, mais... Alors, recherche qualitative, comme je vous ai dit, j'ai pas de sondage, j'ai pas de données, j'ai pas de stats, mais comme n'importe quelle recherche scientifique, on sait que la réalité est multiple et ayant multiples façades, fait que
ça ne veut pas dire que mes propos aujourd'hui, moi, je les vois comme la réalité absolue, ce qui est en fait très, très courant dans nos régions, parce que l'absolutisme, c'est notre problème premier dans ces régions. Alors, comme ça, ceci dit que les énoncés fournis ici seront toujours réfutables. Sincèrement, pourquoi j'en parle de ce sujet ici? Je dois vous avouer que je suis québécoise depuis au moins 20 ans et ça fait plus d'une décennie que je n'ai même plus mon passeport iranien, ma nationalité iranienne, et je ne crois pas que je vais y retourner, même s'il y a une révolution, même si les moulins ne sont plus là. Alors, pourquoi je traite ce sujet-là? Mon focus, mon objectif, c'était le rendre utile pour nous au Québec. Pourquoi ce sujet-là, il peut être intéressant pour nous les Québécois? De toute façon, c'est une expérience historique. On peut voir l'Iran a passé au travers de quelle phase historiquement, puis comment ça se fait qu'on s'est rendu là. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur YouTube puis regarder les vidéos de Téhéran dans les années 70, puis juste comparer ça avec Londres, avec New York. Une société si égalitaire envers les femmes, si moderne, si ouverte, on pouvait voyager partout dans le monde sans passeport. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on est rendu là? Alors, premièrement, au Québec, depuis 45 ans, on a eu des phases d'immigration massive des Iraniennes au Québec. Au début des années 80, c'était des demandeurs d'asile communistes qui sont rentrés ici. Il y a toujours, même aujourd'hui, une réputation que le Québec est plus communiste qu'ailleurs en Amérique du Nord. Fait que c'est la destination par excellence pour tous les militants d'extrême gauche, puis surtout dans ces années-là. Après ça, depuis 25 ans, on voit beaucoup d'immigration, surtout les jeunes professionnels, les étudiants au cycle supérieur, qui se rendent ici pour étudier dans les universités. Mais je vous dis que avant les années peut-être 2012, presque 90% des jeunes qui rentraient ici, qui prenaient leur passeport, qui étudiaient, ils sortaient du Québec. Ils ne restaient pas à cause de l'exigence du français. Mais heureusement, depuis les dernières 10 ans, l'immigration a mis des exigences de la langue française, de préqualification, même avant qu'il arrive. Fait que quand il arrive, ils ne sont pas pris comme avec rien. Fait que depuis 10 ans, on voit qu'il y en a de plus en plus Iraniens qui restent au Québec. Ils connaissent déjà le milieu québécois, puis ils sont beaucoup plus à l'aise à s'intégrer que les anciens mondes qui arrivaient auparavant. Alors, ça c'est la question que ils sont de plus en plus, surtout depuis un an, là, je ne sais pas si vous promenez des fois dans le centre-ville, il y en a partout des Iraniens, et j'en suis certain, même s'il n'y a pas encore des statistiques, à un moment donné, on va voir si les demandeurs d'asile ont monté autant, puis Madame Fréchette y en parle, il y a une bonne partie qui vient des Iraniens, qui prennent des visas touristiques, et ils ne veulent plus retourner, puis ça c'est un phénomène. Deuxièmement, c'est que l'esprit du peuple iranien, c'est pas quelque chose qu'on peut en fait négliger. Ce sont des gens qui ont des implications très marquées, même s'ils ne sont pas nombreux. Sont des gens, que ce soit dans sciences et technologies, que ce soit dans le milieu socio-politique ou socio-économique, sont des gens qui vont se faire marquer. Et ils sont des acteurs qui interagissent quand même de façon importante avec leur société. Alors, ça, c'est une des raisons que je pense que le Québec, c'est le temps pour qu'on s'intéresse à regarder ce milieu-là. Une autre nouvelle qui m'a choquée énormément, Nadia sait déjà le poste de Mme El Garbabi était assez difficile à avaler pour nous, c'était la création de ce mois-ci.
Et la promotion de hijab, du voile islamiste en permanence par le gouvernement libéral comme un outil populiste, comme en fait expliqué par l'idéologie de multiculturalisme. Alors ça, sincèrement, je ne veux pas avoir l'air alarmiste, je ne veux pas être alarmiste non plus, mais c'est quelque chose qui nous inquiète énormément parce que pour nous, c'est quelque chose déjà vu. Ça, c'est déjà vu. Et mon but aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser à ça. Moi, ça fait 20 ans que je répète les mêmes choses. Quand j'avais 20 ans, je répétais les mêmes choses. Mais vous savez, les Québécois me disaient, mais voyons donc, c'est impossible. Mais voyons donc, tu es jeune, tu es ambitieuse, tu dis n'importe quoi. Nous, on racontait les mêmes affaires qu'aujourd'hui, vous le voyez par les médias. Mais d'ailleurs, entre parenthèses, les événements de la fin de semaine passée, là, c'est une prise de conscience. J'espère qu'on a eu au Québec cette prise de conscience-là, que là, c'est le temps qu'on s'en occupe de l'islamisme. Alors, vous voyez, ça c'est le résumé de notre vécu depuis 45 ans. La femme à gauche en haut, c'était au début des années 80. Puis là, après 45 ans, là, on est dans le phase entre 5e et 6e photo. Deuxième rangée, là, les deux. Fait que, il y a les gens qui sont musulmans, ils savent que les imams, les ayatollahs, ils répètent toujours ces phrases-là. Souplement et subtilement, doucement, mais sûrement. Alors, c'est ça qu'on aimerait, parce que ici, tout est, on dirait, le cerveau des gens est très cartésien. Dans la philosophie politique occidentale, on met beaucoup d'importance sur le temps, sur la finalité. Tandis que dans le monde musulman, qui est un monde mythique, le temps n'a aucune valeur. La finalité n'a aucune valeur. La seule chose qui compte, c'est l'idéologie. On vit pour l'idéologie. Alors, des fois, je dis, la guerre, mettons, entre le conflit israélo-palestinien, il peut continuer des centaines de siècles. On s'en fout. C'est total, moi je veux total, c'est ça que ça. Alors, t'acceptes, sinon, des centaines de siècles, on va se battre. Fait que ça, c'est très important de comprendre cette différence de point de vue, parce que les Occidentaux, ils pensent que mais c'est pas possible, il faut avoir un but, il faut considérer le temps, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, nous, les femmes iraniennes, on est rendu un exemple pour les femmes musulmanes dans les autres pays dans le monde. C'est très, très triste. En Turquie, les femmes comparent en permanence leur vie avec celle des Iraniennes, car nous avons peur que notre vie ressemble de plus en plus à la leur. Nous disons fréquemment, attention, nous pourrions nous retrouver dans la situation iranienne. Alors, vous voyez, je vous ai parlé de la jeune fille qui est décédée avant-hier, en haut, la photo. Alors, 16 ans, imaginez. Elle a 16 ans, Marsa Amini en bas, puis j'en passe là. D'ailleurs, on a eu 550 morts depuis le 16 septembre à date, qui sont la plupart, la grande majorité, c'est en bas de 25 ans. Alors, la promotion du hijab au Canada, c'est vraiment, ça nous dépasse. C'est la police de mœurs, ça existe même aujourd'hui dans nos écoles. Le principe de pratique religieuse en islam, c'est ordonner à faire le bien, empêcher à faire le mal. Et ça, c'est le cœur de pratique. Fait que c'est un travail, en fait, le prosélytisme, c'est au cœur du pratique religieux. Tu ne peux pas dire, je suis croyant, je suis pratiquant, puis de ne pas pratiquer ça. Fait que c'est très important. Vous voyez, ça, c'est une image, c'est le métro à Téhéran, l'image à droite, là.
Puis vous voyez le sang, ça c'est une image qu'on a faite pour la fille qui est décédée il y a 2 jours dans le métro parce qu'elle ne portait pas son hijab comme il faut. Fait que c'est ça. Je ne veux pas vraiment être alarmiste. Hein. J'essaie beaucoup à adoucir le sujet. Croyez-moi. Alors, le mouvement Femmes, Vie, Liberté, c'était la première mouvement solidaire des femmes en Moyen-Orient. Quand même, on a eu plus de 550 morts depuis 1 an. On a eu 7 exécutions, le 8e s'en vient. On a eu 79 journalistes qui ont été arrêtés puis emprisonnés. Et même aujourd'hui, on a 22 000 prisonniers en Iran. Et je vous invite tous, si ça vous intéresse, sur Netflix, il y a une série documentaire qui est nommée Our Man in Tehran, qui est l'ancien l'ambassadeur canadien à Téhéran au moment de la Révolution. Okay? Alors, lui, il raconte comment ils l'ont fait fuir en fait les Américains qui ont été pris en otage. Et regardez leur position par rapport à Shah. Shah, là, peut-être qu'en tout, au maximum, il avait exécuté 100 personnes. Vous comprenez? OK, on y va parce qu'on ne veut pas blesser nos amis communistes. On dit 999 personnes. Mais depuis 45 ans, on a eu au moins plus de 50 000 exécutions en Iran. 50 000 au moins. Le président, présentement, là, qui est président iranien, lui, tout seul à lui, là, il a fait plus que 30 000. Mais on voit que l'Occident, pour le centaine de personnes exécutées par Shah, il faisait des gros crises. Mais là, on est tranquille. OK? Bon, on a eu cette fierté-là que le prix Nobel de la paix est arrivé à une femme iranienne, Narges Mohammadi. C'est une symbole de résistance, c'est une fille avec une forte personnalité, elle sait qu'est-ce qu'elle fait, puis elle continue son chemin. Et puis chaque fois, là, elle est condamnée à plus d'années de prison. On le félicite, puis elle est une source d'inspiration pour nous tous en Iran. Bon, là, je reviens encore, le but de cette présentation n'est pas de vous présenter un documentaire démoralisant sur tous les cruautés du régime, parce qu'on parle de la condition féminine, les crimes d'honneur, aucune protection. Le but, c'est pas ça. Vous pouvez tout simplement faire une recherche, puis vous allez voir, là, il y en a pas mal des nouvelles vraiment déchirantes. Sur Internet partout. Tout simplement, et si vous voulez en phrase, la réponse pour la condition féminine en Iran, ça équivaut à la condition des femmes en Moyen Âge. Puis ça a pris 45 ans, hein? Ça n'a pas pris beaucoup. Fait qu'il y a des gens qui pensent que « Oh non, ça ne va jamais arriver ici ». Mais nous, on sent que ça s'en vient. Fait que ça prend un consensus au niveau de la société, au niveau collectif, de se réveiller puis de faire quelque chose. Bon, et ce que j'espère, c'est qu'à la fin de cette présentation-là, vous pouvez avoir une réflexion sérieuse. Est-ce que, parce que j'en ai entendu de la part de plein de Québécois qui m'ont dit que, mais voyons donc, hey, le voile, c'est un but de tissu, là, arrêtez, là, pourquoi vous faites ça? Alors, vous allez avoir à réfléchir. Est-ce que c'est vraiment, ce n'est qu'un but de tissu? Et à quel point c'est important de protéger la laïcité? La laïcité, là, c'est le nerf de guerre, pas juste ici, même en Iran ou dans les pays musulmans, si on veut que les droits des femmes soient protégés, il n'y a aucune autre façon que la laïcité.
Alors, avant que je rentre dans plus de détails, j'ai besoin de vous donner certains éléments, certains piliers importants pour que vous puissiez faire une image globale de la situation en fait en Iran. D'abord, c'est très important de faire la différence entre l'idéologie et la religion. Alors, la partie idéologique en christianisme est très peu. La partie spiritualité de l'islam, peut-être, on peut dire entre 15 à 25% des enseignements en islam sont spirituels. Moi, je l'appelle sont religieux. Mais 75 à 85% des enseignements en islam sont idéologiques. En fait, le Coran, c'est la première constitution de l'humanité. Il est rempli de tout ce qui est les lois juridiques, civiles, pénales, mariage, tout ce que vous pensez. La politique, comment faire la politique, les relations intertribales, internationales, les finances publiques, l'administration publique. C'est incroyable. Et on n'a pas comme ça, ni la Bible, ni le Torah, ça ne ressemble aucunement à Coran. Alors, c'est le temps pour l'Occident, c'est le temps pour nous tous de s'asseoir et de dire, sous en fait, la protection de la religion, on ne peut pas laisser passer cette partie idéologique qui interagit en fait avec le public et la société qui veut tout transformer, le prosélytisme, tout ça. Fait que le projet qui est très désagréable, mais on n'a pas le choix de s'en occuper à un moment donné, de réexaminer les balises de l'islam, sera ses interactions civiles et sociétales, et de définir, de reconnaître les aspects religieux de l'islam et par après de faire des balises entre ces aspects et celui relevant de l'aspect public, politique, juridique. C'est comme ça qu'on va pouvoir maintenir la laïcité puis que nos enfants ne vont pas être endoctrinés. Alors, deuxième, dans les matières d'introduction, deuxième chose très importante qui est très différente du Québec, c'est la lenteur évolutive, surtout au niveau politique, idéologique dans les pays musulmans en général. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on devrait, parce que le Québec m'a fasciné depuis 20 ans. Le Québec d'aujourd'hui n'est pas le Québec d'il y a 20 ans. Ça a changé tellement. Et je suis très contente parce que je racontais toujours, je disais, le rythme évolutif des Québécois, c'est tellement élevé, peut-être c'est le plus élevé au monde. Puis, à un moment donné, j'ai vu dans une des discours de M. Guy Rocher qui dit ça. Alors, ça là, on ne peut pas le nier, qu'ici, le rythme, les gens sont tellement ouverts, ils apprennent, ils sont rationnels, ils sont des bâtisseurs, ils avancent, on n'a pas de problème, mais ce n'est pas la même chose partout dans le monde, surtout quand il n'y en a pas de liberté. OK? Alors, l'absence de liberté qui fait en sorte que la société, les cerveaux des gens, il fait une alternance entre les deux pôles extrêmes absolutistes. On n'a pas quelque chose en milieu, on n'a pas de nuance, on n'est pas permis, en fait, d'être quelque part ici en milieu pour dire que, OK, je ne suis pas extrême droite, je ne suis pas extrême gauche, je veux bâtir quelque chose en milieu. C'est vraiment un des grands problèmes dans ces sociétés-là. En fait, il y a des racines très historiques, culturelles, anthropologiques de quelques milliers d'années qui viennent de la sacralisation et la diabolisation. Tous les symboles culturels dans le Moyen-Orient, c'est toujours entre ces deux-là. Ou tu choisis dans le camp du sacré, ou tu choisis dans le camp du diable. Entre deux, ça n'existe pas. Fait que ça, malheureusement,
je ne sais pas quoi dire là, mais relève des valeurs patriarcales abrahamiques. Ça, c'est, on peut pas, on voit, c'est, moi je pense que Nadia, elle peut en parler des heures là-dessus pour vous, là. Alors, par exemple, je vous donne en chiite, parce que les Iraniens sont chiites, quand même, c'est un peu différent du sunnite. Moi, tout ce que je parle de l'islam, c'est mon point de vue sur le chiisme. Alors, en chiite, nous, on a deux jurisprudences. Je vais vous donner deux exemples de ces deux pôles-là, comment ça fonctionne. Alors, on a deux jurisprudences. La jurisprudence de minorité, qui disent que quand vous êtes en minorité, vous allez vous adapter, vous allez vous taire, parce que vous êtes en minorité. Deuxième, c'est la jurisprudence de ruse, que quand c'est nécessaire, l'utilisation de ruse n'est pas immorale, n'est pas contre les principes islamiques. Alors, les chiites sont éduqués quand ils sont dans le rapport de force, ils se trouvent dans une situation faible, ils vont se comporter comme ça. Et une fois qu'ils ont pu avoir assez de cordes pour bien tirer puis être bien en contrôle de tout, là, la balance va être tranchée sur l'autre extrême qui va être la rigidité absolue. Les gens qui ont travaillé là, comme des intervenants avec DPJ, des intervenants dans les cours, avec CAVAC, les femmes qui sont victimes de violences conjugales, ils peuvent témoigner qu'à quel point, quand il y a des questions de violence conjugale dans les familles musulmanes, l'homme ne bouge pas. On le voit, l'exemple de conflit israélo-palestinien. C'est impossible. Celui qui est au pouvoir ne va pas bouger. Aucune négociation est possible. Fait que c'est ça qui nous fait peur, parce que c'est pas... Moi, je fais parallèle avec mécanique classique puis mécanique quantique. Je dis, le monde occidental, toutes ces évolutions, tout ce pattern de développement, c'est comme... ça suivi, c'est parallèle à mécanique classique. Tout est rationnel dans notre monde à nous, dans le monde qui est tangible. Mais dans le monde de Moyen-Orient, dans le monde islamique, aux autres, ils sont parallèles au phénomène de mécanique quantique. Ça, c'est 0, 1. Il n'y a pas entre deux. Hein? Vous savez de quoi je parle. Et le grand malédiction de cette région, c'est le pétrole. Ça, je peux vous en parler 2-3 heures. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, troisième partie de cette introduction, c'est la différence entre les valeurs. Ça fait des années que moi j'échange avec les Québécois, les journalistes, les politiciens, les acteurs. Puis là, il y a certains facteurs qu'on prend pour acquis ici. Par exemple, dans les évidences culturelles des gens de Moyen-Orient, que ça soit chrétien, que ça soit juif, hein, c'est pas juste islam, c'est vraiment culturel dans la société, parce que les chrétiens de Moyen-Orient ne sont pas pareils que les chrétiens ici, c'est pas parce qu'ils sont chrétiens qui est pareil, mais l'égalité des humains n'existe pas. Mais pour nous autres, c'est pas imaginable. Tantôt, je parlais justement avec Isabelle, j'étais en train de raconter quelque chose, que comment les gens ici y ont peur de s'impliquer dans la société parce que la peur qu'ils ont depuis leur enfance de l'autoritarisme, même s'ils sont libres ici, ça va jamais les libérer. Alors, on ne croit pas, même quand on est libre ici, on ne croit pas qu'on est égal à ceux qui sont au pouvoir. Vous voyez? Alors, une autre différence dans la société ici, nous, depuis qu'on est tout petit, là, 2-3 ans, on pratique tellement le sophisme, on pratique tellement l'art de débattre. Là, Nadia est sourit. Nos enfants, ils sont grandis avec ces habiletés-là.
Là, mon fils vient de partir et ces sujets-là l'intéressent énormément, puis je ne suis pas capable de le débattre. Puis il est né au Québec, parce que c'est moi qui l'ai élevé. Et ça, je trouve, c'est une grande vulnérabilité dans la société québécoise qu'on n'a pas, qu'on ne sait pas comment débattre. Alors, les gens de ces régions-là, on est très fort dans le débat. Fait que ça, c'est, il faut édifier en fait une culture dans les familles. Il faut désestigmatiser le côté négatif. C'est ce que je n'ai jamais compris pourquoi, parce que c'est justement d'avoir l'art de débattre, de pouvoir, en fait, toutes les habiletés oratoires, c'est très apprécié dans nos cultures. Une autre différence que les Québécois, des fois, on a de la misère à comprendre, c'est la différence entre le monde matériel, ça veut dire le monde que la philosophie politique occidentale vit avec, dans laquelle il vit, que je vous ai dit, qu'il y a pour tous les projets, il y a une finalité, que le temps compte. Et le monde mythique, que le Moyen-Orient, le Proche-Orient, que les gens vivent là-dedans, ou même les Indiens, tous les bouddhistes. Dans le monde mythique, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de... il n'y a pas de temps. Fait que ça, c'est très important parce qu'on pense que l'islamisme, d'ici 5 ans, ils n'ont rien fait. Il investit des générations et des générations là-dessus. J'en ai des exemples historiques des chiites, comment ils sont parvenus. Là, je n'ai pas le temps de vous raconter. Une autre chose qui, en fait, je vous donne 2 lentilles. Dans toutes les situations, vous mettez ces 2 lentilles-là, puis vous regardez la situation au travers de ces 2 lentilles-là. Là, vous allez pouvoir décortiquer le dynamique de tout ce qui se passe. Ces 2 lentilles-là, c'est la lentille autoritariste et l'absolutisme, et l'autre, c'est totalitariste. Peut-être que ça ressemble, mais ils ne sont pas pareils. Alors, dans l'affect des gens de ces régions, on a, ou bien, il faut que ça soit totalitaire, il faut qu'on soit dans une situation autoritaire, puis il faut que ça soit absolu. Vous voyez? Alors, ça, on ne peut pas imaginer ça au Québec. Ça ne fonctionne pas, la démocratie ne peut pas fonctionner de telle façon. Bon, 4. Ça, c'est très important et vraiment, j'espère que la société puisse sensibiliser de plus en plus les politiciens, les journalistes québécois, surtout ceux qui sont de la gauche. Là, cette graphe-là, c'est au titre indicatif. Je vous ai fait ici, là, que vous voyez les boules ici, ce côté-là, c'est la représentation de tous les mouvements politiques au Québec. OK? Vous voyez ici, par exemple, on a Québec solidaire, on a Parti québécois, les libéraux, CAQ, Parti conservateur. Vous voyez, ça, c'est l'aspect idéologique qui est de stalinisme à l'extrême droite. Et ça, c'est le degré de patriarcat, non-laïcité. OK? Là, je ne peux pas rentrer dans le détail pourquoi je les ai mis comme ça. Tous les mouvements qui sont sur ça sont des mouvements laïques. Quand on prend un peu de distance, ça devient un peu des tendances non-laïques. Alors, tous les mouvements historiques classiques iraniens se trouvent ici. Alors, comment ça se fait qu'au Québec, la gauche québécoise assume que sa gauche, c'est pareil que la gauche iranienne? Ça, je n'ai jamais compris. Alors, leur gauche est très différente de votre gauche. Vous êtes beaucoup plus à droite que l'autre droite. Alors, ici, on a par exemple des mouvements de Mujahideen et Khalq qui sont des communistes islamistes très extrêmes, quasiment stalinistes islamistes. Ici, on a les ayatollahs, l'aile intégriste du régime iranien.
ici, on a des réformistes islamistes qui est une aile, en fait, qui est équivalent aux islamo-gauchistes en Occident, qui sont modérés. OK? Puis ici, on a le mouvement, le Front national iranien, qui est en fait le fondateur des mouvements islamo-gauchistes dans le monde, qui a été formé en 1953 par Mossadegh. Et ce que je dis, c'est mon avis à moi, vous le trouvez nulle part, mais j'ai en fait des informations à vous donner après là-dessus. Vous voyez, j'ai déposé une plainte à Radio-Canada parce qu'il y avait des fausses images, des manifestations des Moudjahidine Khalq qui étaient toujours, il y avait des montages qui passaient comme la manifestation du peuple iranien, et ça c'est depuis 2009. Mais l'année passée, j'ai pris mon temps, je suis allée voir quelques journalistes, j'ai mis beaucoup de temps, je suis allée à la maison de Radio-Canada, j'ai expliqué, puis là cette année, encore le 16 septembre 2023, on a vu dans beaucoup, 5-6 fois, le 16 septembre, à la Radio-Canada, des images comme ça. Et cette fois-ci, j'ai porté une plainte, et ça fait, j'ai le courriel ici, ça fait 2 jours, j'ai eu la réponse que, on s'excuse, ça ne va pas se répéter, on ne faisait pas la différence entre les deux causes. À partir de maintenant, on va faire attention. Je n'ai pas compris, quelle deux causes? En fait, le cause des Moudjahidine Khalq et le cause du peuple iranien. Parce qu'on ne peut pas démontrer les images de la cause des Moudjahidine Khalq parce qu'ils sont de gauche, parce que c'est de toute évidence, des fois, il y a des médias qui sont à gauche, puis ils pensent que la gauche iranienne, c'est pareil que leur gauche. C'était ça mon but. Alors, ça va être la même pour les politiciens. Ça ne veut pas dire que s'il y a des Iraniens qui disent qu'on est à gauche, que leur gauche, c'est pareil. Vous voyez, le danger, c'est ici de faire la distinction à quel point ils sont plus proches aux stalinistes, parce qu'au Québec, on n'a jamais une guerre idéologique anti-impérialiste. Tandis que le cœur identitaire de tous les mouvements gauche iraniens, c'est une guerre anti-impérialiste. Nous, on vit en Occident, c'est impossible. Alors, des mouvements classiques politiques en Iran, que ce soit le mouvement communiste soviétique et staliniste, c'est un mouvement extrêmement patriarcal. Les communistes islamistes, Moudjahidine Khalq, extrêmement patriarcal, ainsi que nous, on a des mouvements aussi fascistes, arianistes, nazistes, des monarchistes séculaires, aussi c'est patriarcal, des islamo-gauchismes qui sont un peu plus modérés, aux autres aussi sont patriarcaux, fait que on n'a jamais eu un mouvement politique en Iran qui peut laisser une epsilon de place pour les femmes, vous voyez? Une autre chose super intéressante que peut-être vous n'étiez pas au courant. L'année passée, quand le slogan « Femme, vie, liberté » a sorti, on a vu, puis je vous le dis, ça c'était les communistes et les communistes islamistes qui l'ont inventé, mais malheureusement pour certaines raisons qu'après je vais vous expliquer, ça a été broadcasté, diffusé en grand nombre par les monarchistes. OK? Alors, c'était quoi le slogan patriarcat qu'ils l'ont inventé pour remplacer Femme, vie, liberté? Était homme, patrie, bâtir. Alors, à un moment donné, tous nos réseaux sociaux, non, dites plus Femme, vie, liberté, c'est homme, patrie, bâtir. Si vous dites Femme, vie, liberté, il faut dire homme, patrie, bâtir. Une fois ça. Oh, nous, les hommes aussi, on est égales. Mais voyons donc, vous étiez assez, au long de l'histoire, assez. Fait que, comme je vous dis, la gauche québécoise, on le connaît comme féministe, qui n'est pas le cas de gauche iranienne. Fait que, ça a été inventé par la gauche, mais malheureusement, les monarchistes, parce que, les monarchistes sont c'est un mouvement populaire. C'est Madame, Monsieur, tout le monde. Alors, c'est un peu comme le mouvement de Trump.
mettons, aux États-Unis. Fait qu'ils l'ont pris puis ils l'ont diffusé partout, mais c'était collectivement les Iraniens qui l'ont atténué, sans aucun, même s'il y avait des pressions, c'est les Iraniens, ça a été perdu. Oups, j'ai pas plus que 10 minutes. Alors. Est-ce qu'on peut attendre à la fin pour Oui, poser oui. des questions? Oui, OK, pas de OK. problème. OK. Alors, ça, c'est les militants au Québec, c'est pas grave. Le rôle de religion. La charia joue, qu'est-ce qui nous inquiète, c'est vraiment l'application de charia au Québec. Aucunement, il faut laisser même pas une epsilon pour qu'on commence avec charia. Il ne faut pas qu'on vive la même chose que les Anglais puis les Européens, là. Alors, la juridiction de la charia joue un rôle clé à valoriser et à justifier la misogynie en Iran. On ne peut pas le nier. Alors, il y a des gens qui disent « Oh, il y a une base culturelle, sociale, c'est pas vrai depuis 45 ans. » Oui, mais on va arriver comment l'État a renforcé ça. Comme je vous ai dit, la particularité du mouvement Femmes, Vie, Liberté est que pour la première fois, c'est un mouvement qui n'est pas patriarcat et ça ne fait pas l'affaire de beaucoup de monde. Voilà quand il y avait encore une femme iranienne, parce que ça, c'est la deuxième femme iranienne qui reçoit le prix de Nobel. Quand une femme iranienne a pris ça, là, vous ne pouvez pas croire comment sur les réseaux sociaux, il y avait des crises chez les militants de tous les mouvements opposition iranienne, que, oh, elle est payée par le régime, oh, elle est ci, elle est islamo-gauchiste, elle est ci. Bon. Puis, ils l'ont remplacée par une autre image, une femme que je l'adore, je l'apprécie, je l'admire, puis je suis certaine qu'elle ne sait même pas que son image est instrumentalisée. Mais imaginez, Fatemeh Sepehri, c'est une femme qui a souffert beaucoup depuis quelques années. Alors, c'est une femme qui porte le hijab en noir, qui est toujours, qui a une image d'une femme qui n'est pas vraiment à l'image des femmes iraniennes, vous comprenez? Fait que là, tous ces mouvements patriarcaux, ils sont sortis. Pourquoi on n'a pas donné le prix de Noël à elle, puis on a donné à elle? Parce qu'elle a du caractère. Vous comprenez? Alors, quelqu'un qui a du caractère et qui sait qu'est-ce qu'il peut faire, là, c'est ça. Il ne va pas avoir le support des oppositions. Alors, à partir d'ici, c'est très intéressant de voir comment, parce que l'islam, ça existe dans tous les pays islamiques, mais comment ça se fait qu'en Iran, on est rendu si vite ici? Vous voyez, c'est la mise en place, c'est comment, en fait, c'était la première pays musulman qui a institutionnalisé et bureaucratisé la charia selon les normes occidentales. Alors, vous voyez, c'est comme on a un parlement, on a des lois, on a une constitution, tout est selon les normes qu'on a ici, les normes démocratiques en Occident, mais le contenu, c'est les contenus qui a été, en fait, c'est un genre modernisé, une compatibilisation de charia avec les façons modernes, les lois, les règlements. Fait que au niveau de code civil, code pénal, ils vont implanter dans toutes les institutions. Aussi, ils ont formé beaucoup de forces arbitraires. Force arbitraire, ça veut dire tu pousses la fille et tombe, elle mort, tu es responsable de rien. Il n'y a personne qui est responsable de rien. Alors, ces forces-là, il y en a 3-4. La police de Morse, la force solidaire, qui est un genre de mouvement communautaire paramilitaire. C'est pour ça le mot solidaire, on les appelle Basiji. Ça me lève des fois le cœur, mais parce que ça me fait penser à Basiji.
c'est des figures de peur, c'est des figures de menace, de terreur quand on vit en Iran. Alors, au niveau socio-communautaire, ils font toutes les implantations modernes. Comme ici, par exemple, à la télé, on a certaines politiques. Par exemple, pour les gens qui sont en fait, qui sont homosexuels, là, on va avoir certains programmes, émissions dans la télé qu'on va les appliquer. Alors, de même façon, on va appliquer la misogynie dans toutes les sphères de la société. Alors, n'oubliez pas, un pas à la fois, un jour à la fois. Ça, c'est la ligne directrice de tous les ayatollahs, tous les enseignements. Ils ne vont jamais s'en laisser. Fait que la violence conjugale n'est pas criminelle, les morts d'honneur n'est pas criminel, le mariage des fillettes s'est rendu, au début était déstigmatisé, après normalisé, puis maintenant c'est encouragé. Aucun droit à l'intégrité corporelle et la justification de viol. Si tu n'as pas un bon hijab, puis quelqu'un te viole, mais c'est à toi. Tu n'as pas eu le bon hijab. Et si tu ne couches pas avec ton mari une soir, tu as mal à la tête ou je ne sais pas, ça aussi, le viol est justifiable. Alors, ici, vous voyez les numéros qu'on a dans la Code civile, que le mari a le droit d'empêcher sa femme de choisir une profession. Le mari peut divorcer sa femme quand il veut, unilatéralement et sans l'informer. Un musulman ne peut accuser un non-musulman. Quand une femme refuse de remplir son devoir conjugal, elle ne mérite pas d'être nourrie, d'être logée, d'être habillée, ni recevoir une pension alimentaire. L'héritage des femmes est la moitié des hommes. Le mineur soit la tutelle de son père ou de son grand-père paternel. Une mère ne peut jamais, selon la charia, je ne dis pas que dans les pays musulmans ça fonctionne comme ça, parce que même en Algérie, là, la garde, la femme, ils peuvent avoir, parce que aux autres, ils sont chanceux parce qu'ils ont été colonisés. Okay? Mais selon la charia, la femme, ils ne peuvent pas avoir la garde. Alors, le mariage temporaire pour un montant et une durée définie, 1 heure, une journée, c'est quasiment la prostitution légitime. Alors, le but, la ligne directrice de la charia, c'est écraser la dignité des femmes en permanence dans toutes les sphères de vie. Le contexte en Iran, de chaque région, tous les contextes historiques, anthropologiques, socio-économiques, sociopolitiques, même racial, ethnique, c'est tellement différent, on ne peut pas faire une prescription pour l'Iran au complet. C'est compliqué, le nombre des facteurs sont énormes. Alors, la modernité en Iran. La première constitution était en 1906, ok, par les gens qui étaient allés étudier en Europe et qui étaient les premiers social-démocrates, influencés par Marx. Le 7 janvier 1936 a été nommée la journée des femmes par Reza Khan en Iran. Au Québec, ça n'existe pas la journée des femmes à ma connaissance. On a la journée internationale des droits des femmes. Mais ça, c'était comme la journée des mamans, la journée des papas. Alors, c'était, regardez, 1936. Alors, parce que ces rois-là, ils voulaient vraiment moderniser le pays. En mars 1943, 5 droits fondamentaux sont reconnus par le roi. Au minimum, alimentation décente, à l'habillement, au logement, éducation gratuite, à l'accès aux soins de santé. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, on n'en a plus. C'est fini. Alors, la Révolution blanche, 1963, Shah a fait ça pour moderniser, comme on a eu au Québec dans ces années-là, la Révolution tranquille. Alors, le but était de transformer l'Iran à une puissance mondiale. Moi, je sais que je ne me fais pas des amis, mais ça, c'est une malédiction qui
qui est pour le peuple iranien depuis toujours, on cherche toujours une image de puissance mondiale. Alors, on a, même avec le régime là, islamiste iranien, c'est la même chose. Le but est de transformer l'Iran en une puissance mondiale. Fait que, en tout cas, Shah a fait certains gestes, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui n'étaient pas très intelligents d'après moi. Alors, il a fait beaucoup de réformes qui étaient très intéressantes, surtout accorder plus de droits aux femmes. Et il a institutionnalisé ces droits, et ces droits, ils étaient supportés par la loi. C'était pour la première fois en Iran, 1963. Alors, droit de vote, c'est, je pense, 6 ans ou 8 ans avant les femmes en Suisse. Droit à l'autonomie financière par le travail, droit d'études, divorce, la garde, d'être élu, d'être un juge, d'être un ministre, ce qui n'est pas possible maintenant. Droit à l'intégrité corporelle vestimentaire, interdiction de mariage à enfants au moins au niveau civil, la monogamie et présence médiatique à l'image des femmes modernes occidentales. Et ça, c'était le cauchemar des religieux. Ça contrait tous les principes islamiques. Pourquoi? Parce que le principe du base, c'est la soumission inconditionnelle de l'homme. Et ça ne passait pas. Est-ce que ces droits avaient été revendiqués par les femmes iraniennes dans ces années-là? Non, absolument pas. Un des problèmes, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont fait la révolution, parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'elles ont. À l'époque, elles n'auraient jamais osé, même pas eu d'idée de contrer le patriarcat, les traditions, la culture et la religion. Alors, à quel point la société traditionnelle était réceptive à ce genre de réforme? Aucunement. Le rythme d'évolution collective du peuple a été vraiment négligé par le Shah. Était trop rapide, était trop intense, puis les gens n'ont pas eu le temps de digérer tous ces changements-là, puis ça ne venait pas d'eux. Alors, pourquoi la révolution? Il y a eu beaucoup de facteurs, entre autres, tous les droits donnés aux femmes, ça ne passait pas. Ça ne passait pas, c'était une des principales raisons que le peuple, parce qu'il y a beaucoup de raisons aussi internationales et tout ça, mais à l'intérieur, les gens y étaient plus par ça. Alors, moi, j'appelle la révolution 1979 noire. Pourquoi? Parce que noir, c'est la couleur de choix des chiites. Si vous voyez, tous les ayatollahs iraniens sont en noir. Ils sont en deuil depuis l'événement de Karbala. Autant que les musulmans, c'est vert, les communistes, c'est rouge. Alors, c'est la dictature totalitaire de prolétariat islamiste. Des fois, on dit que Shah aussi était dictature, mais Shah était dictature politique. Il n'était pas dictature totalitaire qui même cherche qu'est-ce qui se passe dans vos culottes. Là. Vous comprenez? Désolée. Alors, le but, c'est de transformer l'Iran à une calife du monde de musulmans qui est en compétition avec l'Arabie saoudite, en exportant la révolution islamiste partout dans le monde. Alors, depuis 2009, on est en train, il y a des femmes qui meurent dans les manifestations, c'est juste dernièrement qu'on est beaucoup plus sensible en Occident par rapport à ça. Le mouvement Femmes, Vie, Liberté a marqué le monde entier à jamais. On s'entend là-dessus. Les femmes, les jeunes Iraniens, ils vont continuer leur combat jusqu'à l'obtention de laïcité. Ça veut dire jusqu'à ce que le patriarcat il se déplace un peu, que ça soit république, que ça soit monarchiste. Alors, les nouvelles générations s'engagent, ce qui n'était pas les cas des générations auparavant, et les jeunes hommes s'embarquent. Les jeunes hommes s'embarquent. Ça, c'est incroyable. Les jeunes en bas de 30 ans, ils sont à côté des jeunes filles, des femmes. Et ça, on est très fiers d'eux. Alors, protégeons la laïcité au Québec, s'il vous plaît. N'oublions pas que l'Iran n'est pas la République islamique.
et que je souhaite une amitié profonde entre l'Iran et le Québec. Merci.